Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le cours de fécondation ensemble. Donc, la fécondation, ça va être le premier cours qu'on va voir du coup pendant cette petite rentrée. Et cette fécondation, ça va être dans la suite de ce que vous avez vu au premier semestre en BDR. Donc, ça va être la suite logique de tout ce que vous avez vu dans l'appareil génital masculin et un peu aussi du coup le féminin. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui dans la fécondation, tout d'abord, on va voir le trajet spermatique. Donc, le trajet spermatique dans l'AGF. Donc, les spermatozoïdes, ils partent du vagin et comment est-ce qu'ils font pour finir dans la trompe au niveau de l'ovocyte pour la fécondation. Ensuite, on va voir la traversée des enveloppes périovocitaires, parce que pour que le spermatozoïde dépose son matériel chromosomique dans l'ovocyte, il va devoir traverser tout plein d'enveloppes que l'ovocyte a autour de lui. Et enfin, on va parler de la fécondation à proprement parler. Donc tout d'abord, commençons par le trajet spermatique. Alors, le point de départ de ce trajet, ça va être les testicules. On sait que les spermatozoïdes, normalement vous l'avez vu au premier semestre, ils sont stockés dans l'épididyme avant d'être évacués. Et pour faire sortir ces spermatozoïdes de l'épididyme, il va nous falloir une éjaculation. Alors, l'éjaculation, ça va être un remplissage puis une émission. Alors, tout commence pendant le rapport sexuel. Donc, pendant le rapport, on va avoir un verrouillage absolu de nos sphincters périprostatiques. Donc, ça va concerner les sphincters externes et internes. Et ce verrouillage, il va permettre aux canaux de se remplir de sperme, donc de spermatozoïdes et de liquide séminal. Ensuite, au moment de l'éjaculation, on va avoir seulement une ouverture du sphincter externe. Ça, c'est dû au fait que le sphincter interne, il va rester fermé parce que ça évite d'avoir une miction pendant le rapport. Une miction, c'est faire pipi. Alors, après l'éjaculation, on va avoir une fermeture spontanée du col vésical aussi pendant un petit moment. Et ça empêche une miction post-éjaculatoire. Donc, miction, c'est toujours faire pipi. Et ça correspond à quelque chose qui s'appelle la période réfractaire. Donc, la période réfractaire, c'est une période pendant laquelle on ne peut pas avoir une érection. Et cette période réfractaire, c'est un phénomène qui est physiologique. Alors, donc, à proprement parler maintenant, l'éjaculat, ça contient un volume éjaculatoire de 2 à 6 millilitres de sperme et par millilitre de sperme, on va avoir 20 à 200 millions de spermatozoïdes. Alors, donc l'éjaculat après l'éjaculation, on va avoir quand l'éjaculat il va se retrouver donc dans le vagin de la femme, on va se retrouver avec une coagulation rapide et quasi immédiate du sperme. Ça, c'est causé par une protéine qui s'appelle la séménogéline. Donc, cette protéine, elle est contenue dans le sperme directement et ça permet au sperme de ne pas se perdre dans l'AGF parce que son but, c'est d'arriver jusqu'au col utérin, évidemment. Ensuite, après cette coagulation rapide, on va avoir une liquéfaction du sperme qui dure 20 à 30 minutes. Alors ça, c'est dû à la dégradation de notre séménogéline et ça, c'est possible grâce à une enzyme qui s'appelle la PSA. Donc ça, c'est une enzyme prostatique qui est aussi contenue dans le sperme. Et une petite remarque que le prof nous fait, c'est que les pertes qui sont observées après un rapport sexuel, elles correspondent en gros à l'évacuation du liquide séminal qui va du coup être dépourvu de spermatozoïdes. Parce que le but, c'est que donc tout le liquide séminal, au bout d'un moment, il va sortir. Et le but, c'est qu'après, les spermatozoïdes, ils puissent se retrouver dans le col utérin, enfin traverser le col utérin, passer l'utérus et aller dans la trompe pour féconder. Alors, la survie de nos spermatozoïdes dans l'AGF, donc elle est possible grâce à une différence de pH qu'on a entre le vagin et notre liquide séminal. Le vagin, on sait que c'est un pH relativement très acide et le liquide séminal, il va être alcalin. Du coup, ça permet d'avoir un tampon. Donc, le liquide séminal, il sert de tampon. Et ça nous permet d'avoir un pH neutre qui fait que nos spermatozoïdes ne vont pas être tués par l'acide. Alors, donc le prof, dans son cours, nous propose différentes méthodes de contraception qui sont plus ou moins très moyennes, mais du coup, c'est plusieurs méthodes qui existent, qui sont un peu hors celles qu'on connaît de base, comme les préservatifs,
la pilule, etc. Donc, on a tout d'abord une méthode qui s'appelle la méthode Ogino. Donc, la méthode Ogino, elle consiste à mesurer sa température corporelle quand on est une fille tous les matins au même endroit, au même moment, afin de repérer le moment de son ovulation. Parce qu'en gros, quand on a une ovulation, on va avoir une augmentation de la température corporelle d'à peu près 0,3 à 0,4 degrés. Ensuite, on a une méthode qui s'appelle la méthode d'acidification du vagin. Alors, cette méthode, elle consiste à déposer des éponges spermicides, là, comme on voit ici. Donc ces éponges spermicides, elles sont déposées dans la cavité vaginale et ces éponges, elles ont un pH très acide. Ça permet du coup de tuer les spermatozoïdes parce que le liquide séminal ne sera pas assez alcalin pour, servir de tampon. Ensuite, on a une méthode qui est très peu fiable, qui est la méthode du retrait. Donc, cette méthode, je vous la déconseille et bien évidemment, si votre but n'est pas de tomber enceinte. Donc, la méthode du retrait, elle consiste à ce que le garçon, se retire de l'AGF avant d'éjaculer. Sauf que le problème dans ça, c'est pas fiable parce que même s'il arrive à contrôler, son éjaculation comme il veut, à partir du moment où le garçon a une érection, on va avoir un liquide préséminal qui va sortir et ce liquide préséminal contient déjà une faible quantité de spermatozoïdes. Sauf qu'une faible quantité suffit pour évidemment tomber enceinte, vu que, il suffit d'un spermatozoïde dans l'absolu. Donc la méthode du retrait n'est absolument pas fiable. Ensuite, on a une dernière méthode qui s'appelle la méthode Billings. Donc la méthode Billings, elle consiste à regarder tous les jours ou très régulièrement l'aspect de sa glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, on la verra un petit peu après encore, mais elle, en gros, elle va permettre de faire barrière aux spermatozoïdes et du coup, elle se retrouve à être plus ou moins filante en aspect selon le moment du cycle. Et donc en regardant cette glaire cervicale, voilà, entre les doigts, comme on le voit très bien sur ces merveilleuses photos. En regardant l'aspect de cette glaire, ça permet de savoir où on en est à peu près au niveau du cycle. Du coup, on va parler un petit peu de cette glaire cervicale. Donc, au niveau du passage du col de l'utérus, on va perdre énormément de spermatozoïdes. En gros, au niveau du vagin, quand il y a eu éjaculation, on retrouve 100% des spermatozoïdes de cet éjaculat. Alors qu'au niveau du col utérin, on va retrouver 3% de ces spermatozoïdes contenus dans l'éjaculat, parce qu'on en perd 97%. Donc la glaire cervicale, c'est elle qui va majoritairement permettre d'éliminer la majorité des spermatozoïdes. Donc ça va être un réseau de lipoprotéines denses qui va être impénétrable aux spermatozoïdes. Elle forme un type de maillage, donc comme des fils entremêlés, et ça va être du coup un verrou naturel à cette pénétration de spermatozoïdes. Il y a pendant le cycle un seul moment où cette glaire cervicale va être perméable aux spermatozoïdes, donc un seul moment où les spermatozoïdes vont pouvoir passer à travers cette glaire cervicale pour aller féconder, c'est au moment de la période ovulatoire. Parce qu'au moment de la période ovulatoire, on a beaucoup d'œstrogènes et les œstrogènes rompent le maillage. On sait que la progestérone a un rôle inverse. Le but de la progestérone est de rendre la glaire impénétrable. Le prof fait une petite remarque aussi vis-à-vis du cancer du col de l'utérus et il explique que le cancer du col de l'utérus démarre à la jonction de l'endocole et de l'exocole du col utérin. Alors, ensuite, on va parler de quelque chose qui s'appelle la capacitation. Alors, la capacitation, c'est quelque chose qui permet de rendre aux spermatozoïdes leur pouvoir de fécondance. La capacitation, c'est pas quelque chose qui est immédiat après l'éjaculation, ça prend un petit moment. Et le temps qu'il faut pour capaciter un spermatozoïde, c'est très variable selon l'espèce. Alors, chez l'homme, il faut à peu près 6 à 7 heures pour capaciter un spermatozoïde. Et, très important, la capacitation n'est possible qu'à partir du moment où il n'y a plus de liquide séminal. Donc, le spermatozoïde ne peut pas être capacité tant qu'il n'est pas rentré dans le col de l'utérus. Ça, c'est logique étant donné que le liquide séminal ne passera pas à travers le col de l'utérus,
Le liquide séminal, il est là juste pour éviter que les spermatozoïdes se perdent, entre autres. Et du coup, une fois que les spermatozoïdes y sont passés dans le col de l'utérus, il y a plus de problème, le liquide séminal, il reste dans le vagin. Alors, la capacitation, elle va faire 3 choses. Elle va tout d'abord enlever les protéines de la membrane du spermatozoïde. Ensuite, elle va modifier la fluidité de la membrane. Et enfin, elle va exposer les sites d'interaction avec le gamète féminin. Donc, le but final de toute cette capacitation, c'est d'entraîner un mouvement hyperactivé du spermatozoïde, histoire qu'il ait un flagelle qui puisse très bien bouger, qui puisse aller féconder correctement. Alors, donc on va voir les réactions moléculaires de cette capacitation. Alors, tout d'abord, on va avoir de l'albumine et des glycosaminoglycanes qui sont dans l'AGF, qui vont capter les protéines de surface du spermatozoïde et les enlever. Donc là, on a la surface de notre spermatozoïde sur ce schéma, et on a les protéines de surface ici. Donc ces protéines de surface, l'albumine et les glycosaminoglycanes vont venir les retirer. Et une fois que ces protéines, elles sont retirées, on va avoir une modification de la répartition du cholestérol. Là, dans la membrane, on voit plusieurs cholestérols. Et du coup, la modification de répartition du cholestérol fait que le cholestérol s'enlève de la membrane et la membrane va du coup se fluidifier. Alors ensuite, on va avoir un flux de calcium qui rentre dans la cellule et qui va activer l'adénylate cyclase. Donc là, on voit le calcium qui rentre dans la cellule et ça va activer notre adénylate cyclase. Cette adénylate cyclase qui s'active va produire de l'AMPC et cette AMPC va activer la phosphokinase A. Et en même temps qu'on a cette entrée de calcium dans la cellule, on va avoir une entrée d'ions bicarbonate, là on les voit ici, HCO3-, qui vont entrer dans la cellule. Ces ions ils vont permettre aussi l'activation de l'adénylate cyclase. Donc l'activation de notre phosphokinase A va permettre de maintenir la polymération de l'actine. Et cette polymération, elle est primordiale parce qu'elle permet le mouvement des microtubules, ce qui permet donc le mouvement du flagelle. On se retrouve donc avec, tout d'abord, on commence avant cette capacitation, on a un spermatozoïde qui est recouvert de cholestérol et qui bouge très moyennement. Et on se retrouve après notre capacitation avec un spermatozoïde qui est dépourvu de cholestérol et qui libère donc le flagelle, étant donné que le cholestérol membranaire est parti. Donc on a un flagelle qui est libéré et qui peut effectuer son mouvement final. Il est hyperactivé. Alors, donc, maintenant, on va voir la traversée du col de l'utérus à l'ampoule. Donc, notre col de l'utérus, il est ici. Là, on a le vagin. Là, ensuite, hop, le vagin, il va donner sur le col de l'utérus. Vous avez l'utérus. Et notre spermatozoïde, il va se retrouver dans la trompe au niveau de l'ampoule pour féconder. Alors, pendant le trajet du col de l'utérus à l'ampoule, on va encore perdre des spermatozoïdes. Et on perd ces spermatozoïdes pour 2 raisons. Il y en a certains qui s'arrêtent parce que leur mouvement il est insuffisamment activé, et il y en a certains qui vont emprunter le mauvais chemin malgré le chimiotactisme. Le chimiotactisme, c'est le fait d'être attiré par des substances chimiques, et ce chimiotactisme, il a lieu au niveau de la trompe dans le liquide folliculaire. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, l'ovocyte, d'une façon ou d'une autre, va appeler les spermatozoïdes pour leur indiquer dans quelle trompe il est, étant donné qu'il y en a 2. Sauf que certains spermatozoïdes, ils s'en fichent, et du coup, ils vont partir quand même dans la mauvaise trompe, alors que l'ovocyte, il est dans l'autre. Et ensuite, on va aussi avoir des contractions du myomètre, après le rapport, qui vont faciliter le passage du spermatozoïde jusqu'à l'ovocyte. Donc, ces contractions de myomètre, elles sont dues aux prostaglandines. Et ces prostaglandines, elles sont dans le liquide séminal. Donc, après l'éjaculation, le liquide séminal, il va servir aussi à distribuer ces prostaglandines qui vont permettre les contractions du myomètre pour que les spermatozoïdes ils passent plus facilement jusqu'à l'ovocyte.
Alors, maintenant, on va parler de la traversée des enveloppes péri-ovocytaires. Alors, on va avoir la traversée du cumulus. Alors, donc ça, normalement, vous l'avez vu au S1, le cumulus, l'enveloppe qui est là autour. On va donc, une fois que notre spermatozoïde, il a trouvé son chemin, il a pris la bonne trompe, pas de souci, il doit traverser ces enveloppes. Alors, la traversée du cumulus, elle va être faisable grâce au mouvement hyperactivé du flagelle, grâce à notre capacitation de tout à l'heure, et grâce aux sécrétions tubaires d'hyaluronidase qui détruisent l'acide hyaluronique qui compactait le cumulus. Parce que normalement, vous avez vu au premier semestre que l'acide hyaluronique, il compacte le cumulus et on va avoir des sécrétions dans la trompe de quelque chose qui s'appelle la hyaluronidase. Et le principe de la hyaluronidase, c'est de détruire l'acide hyaluronique. Donc, notre cumulus va être décompacté afin que les spermatozoïdes passent plus facilement. Donc, on va parler maintenant d'une réaction super importante qui s'appelle la réaction acrosomique. Donc, la réaction acrosomique, déjà, elle peut être faite seulement à condition que notre spermatozoïde il ait été capacité. Donc, la réaction, elle va commencer quand notre spermatozoïde, qu'on voit ici sur le premier schéma, il va toucher la zone pellucide de l'ovocyte via ZP3. Donc ZP3, le contact qui est fait entre le spermatozoïde et ce ZP3, c'est un contact qui répond à une spécificité des espèces. C'est-à-dire que ça marche uniquement si on a un spermatozoïde humain avec un ovocyte humain. Si on a un spermatozoïde de rat et qu'on veut qu'il y ait ce contact avec ZP3 avec un ovocyte humain, ça ne marchera pas. Donc la réaction acrosomique, ça va être une fusion ponctuée de notre membrane plasmique avec la membrane externe de l'acrosome. Donc ça va entraîner une activation de la phospholipase A et une entrée massive de calcium dans le spermatozoïde. Donc l'entrée de calcium, elle va permettre la libération du contenu de l'acrosome. OK. Donc ensuite, on va avoir une deuxième interaction. Cette fois, elle va être entre ZP2 et un récepteur qui s'appelle SP17. Donc ce récepteur, il est sur la membrane acrosomique interne du spermatozoïde qu'on voit ici en bleu. Et cette interaction, elle permet de continuer l'entrée du spermatozoïde dans la zone pellucide, comme on voit ici. Donc, on va avoir un spermatozoïde qui va rentrer, qui va pénétrer la zone pellucide de façon oblique, grâce à une activité protéolytique de l'acrosine sur notre membrane acrosomique interne. Et cette pénétration oblique, elle va aussi être due au mouvement de poussée du flagelle. On va avoir des spermatozoïdes qui vont se coucher dans l'espace périvitellin qu'on voit. Hop. Donc là, ce qui va déterminer les spermatozoïdes entre eux, ce qui va faire qu'il y en a un qui va rentrer plus que d'autres, c'est que le spermatozoïde qui aura le plus de protéines d'interaction membranaire sera celui qui sera capable de pénétrer l'ovocyte. Alors, maintenant, on va parler de la fécondation à proprement parler. Alors, cette fécondation, elle est faite en 3 étapes. On va avoir tout d'abord la fusion des membranes, ensuite on va avoir une activation ovocytaire, et enfin on va voir qu'on a une fusion des pronoyaux. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la fusion des membranes. Sous l'acrosome, on a quelque chose qui s'appelle des protéines Adams, qui sont du coup celles-là non spécifiques d'espèce. Alors, ces protéines, c'est des fertilines, et chez l'homme, on a la fertiline bêta, donc la sous-unité bêta. Ici, on pourra avoir la fusion des membranes, on va avoir les fertilines bêta qui interagissent avec l'intégrine alpha 6 bêta 1 de la membrane ovocytaire. Cette interaction va permettre du coup notre fusion de membrane. Ensuite, on va avoir l'activation ovocytaire. Donc l'activation ovocytaire, c'est un moment très très important de notre fécondation, parce que sans l'activation ovocytaire, on va se retrouver avec quelque chose qui s'appelle une polyspermie.
Une polyspermie, c'est le risque d'avoir 2 ou 3 spermatozoïdes qui vont pénétrer dans l'ovocyte alors qu'on n'en veut qu'un seul. Donc l'activation ovocytaire, elle est sous la dépendance d'un signal calcique qui va durer quelques heures après la pénétration du spermatozoïde. Ce, ce signal calcique, il est lié à la formation d'IP3 par activation de la PLC. Donc on a 3 étapes dans notre activation ovocytaire. On a d'abord une réaction corticale, ensuite on a une réaction nucléaire qu'on va voir évidemment après, et ensuite on a la formation des pronoyaux qui s'appelle aussi la réaction cytoplasmique. Alors, on commence par la réaction corticale. Donc, on est toujours évidemment dans l'activation ovocytaire. Alors, la réaction corticale, c'est la première étape de notre activation ovocytaire. Elle est liée au premier pic de calcium qui va suivre la fusion des membranes. On va avoir la fusion des granules corticaux qui vont relarguer tout leur contenu. Là, on les voit, là, on voit les granules corticaux, hop, qui vont fusionner avec la membrane et qui vont relarguer tout leur contenu. Leur contenu, c'est des glycosaminoglycanes dans l'espace périvitellin, juste sous la zone pellucide. On a la zone pellucide au-dessus, là, espace périvitellin. Et donc, ces glycosaminoglycanes, ils vont être responsables d'un clivage de ZP3 et de ZP2. Donc, clivage, ça veut dire détruire, hein, et ça crée un verrou sur la zone pellucide. Donc, la zone pellucide, elle devient infranchissable à partir de ce moment-là. Ensuite, on a la réaction nucléaire. La réaction nucléaire, c'est notre deuxième étape d'activation ovocytaire. On va avoir une reprise de la méiose. Donc cette reprise de la méiose, elle va être faite par un lever du blocage de la métaphase 2, parce qu'on sait que les ovocytes, une fois expulsés, sont bloqués en métaphase 2. Et du coup, une fois qu'on a ce lever de blocage, on va avoir expulsion du deuxième globule polaire. Tout de suite, on va avoir une apparition du pronoyau femelle. Donc, on a expulsion du globule polaire. Là, on avait le premier, là, on a le deuxième globule polaire. Et on se retrouve du coup avec à l'intérieur un pronoyau qu'on ne voit pas ici sur la photo. On se retrouve avec un pronoyau qui contient le matériel chromosomique de notre ovocyte. Alors, il nous faut maintenant la formation des pronoyaux. Donc, le pronoyau femelle, on a dit qu'il était créé directement après reprise de méiose 2. Ensuite, le pronoyau mâle, il va être créé par plusieurs réactions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ovocyte, on va seulement avoir le noyau et le centriole proximal. Là, on les voit ici, le noyau, hop, et le centriole proximal qui vont pénétrer dans l'ovocyte. Parce que le flagelle, il est détruit au moment de la fusion membranaire. Là, on voit, hop, il n'y a que la partie de devant qui va être englobée. Donc, on va avoir une mise en contact directe de la chromatine avec le cytoplasme ovocytaire. Et du coup, ça va conduire à un remplacement des protamines. Donc, les protamines, c'est ce qui condensait notre noyau spermatique. Et on va remplacer du coup ces protamines par des histones ovocytaires. Donc, ces histones, le but des histones, ça va être de décompacter notre chromatine. Donc, là, on voit qu'on a une décondensation de l'ADN sur notre schéma. Et du coup, la chromatine, elle va se décompacter. Et très rapidement, on va avoir une membrane nucléaire qui va apparaître autour de cette chromatine mâle par un bourgeonnement du réticulum endoplasmique et donc de l'ovocyte, évidemment, vu qu'on est dans notre ovocyte. Donc maintenant, la dernière étape de notre fécondation à proprement parler, c'est la fusion des pronoyaux. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'au microscope, on peut distinguer nos deux pronoyaux, on peut savoir lequel est mâle et lequel est femelle. Donc le pronoyau mâle est un peu plus grand que le pronoyau femelle. Alors, notre rencontre des deux pronoyaux, elle est permise par le réseau de microtubules et de microfilaments qui sont présents déjà dans l'ovocyte. On sait aussi que le premier fuseau de division, il va être constitué à partir du centriole proximal du spermatozoïde, qui, on a vu tout à l'heure, là sur la diapo d'avant, qui est rentré avec le noyau
dans le cytoplasme ovocitaire. Donc du coup, notre premier fuseau de division, il est constitué à partir de ce centriole proximal qui est rentré tout à l'heure. Et tout autour de ce fuseau, il va se disposer des mitochondries ovocitaires. Ces mitochondries, elles permettront d'apporter l'énergie nécessaire pour répliquer l'ADN. À partir du moment où les pronoyaux ils vont se rapprocher, on va avoir une disparition de la membrane nucléaire. Et du coup, là, on va avoir la phase de réplication de l'ADN. Donc phase S de réplication. Cette phase, elle commence au moment de notre disparition de la membrane nucléaire. On a dit que la membrane, elle disparaissait lorsque les pronoyaux se rapprochent. Et dès que la réplication, elle est terminée, on va se retrouver avec notre première division de mitose qui va donner 2 blastomères. Et après, c'est tout ce que vous avez vu en embryo au premier semestre. Ça va donner in fine un embryon et ensuite un fœtus et enfin un nouveau-né. Alors, in vitro, on sait aussi que c'est possible. Alors, tout d'abord, pour le faire in vitro, il nous faut 2 conditions. Il faut réunir 2 conditions. Il faut attraper les spermatozoïdes. Donc, bon, ça c'est facile. C'est les petites cabines qui sont faites pour se masturber. Hein. Après, on met les spermatozoïdes dans un petit pot qu'on récupère. Et ensuite, il faut aussi qu'on capacite les spermatozoïdes. Donc, pour capaciter les spermatozoïdes, il faut enlever le liquide séminal, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, in vitro, on a 2 techniques. Donc, on a tout d'abord la fécondation in vitro, donc FIV. Le principe de la FIV, c'est de mettre ces spermatozoïdes contre l'ovocyte, comme on voit ici, dans une boîte de culture, et on laisse faire. Et il y aura un spermatozoïde qui va réussir à rentrer, à traverser les enveloppes péri-ovocitaires et à féconder l'ovocyte. Et ensuite, on a la technique de DCACI, donc c'est l'insémination artificielle. Et on utilise cette technique quand on n'a pas assez de spermatozoïdes. Donc dans ce cas-là, on va déposer directement le spermatozoïde dans l'ovocyte. Là, on le voit très très bien sur cette image. Donc on se retrouve, on prend une type d'aiguille, on va ponctionner l'ovocyte et y déposer très délicatement le spermatozoïde. Donc on traverse la zone pellucide, hein, et il faut qu'on positionne notre ovocyte d'une certaine façon pour éviter de perforer le matériel chromosomique de l'ovocyte qui est déjà à l'intérieur. Pour cela, on oriente notre ovocyte grâce à notre globule polaire. Et ça, c'est possible parce que, en gros, le globule polaire, il va être contre le matériel chromosomique juste après l'ovulation. Donc là, on positionne notre ovocyte de cette façon parce qu'on a notre globule polaire ici sur l'image. Et donc forcément, notre matériel chromosomique, hop, il va être contre le globule polaire, donc quelque part ici, après l'ovulation. Et donc si on perfore dans ce sens, on sait qu'on ne touchera pas le matériel chromosomique qui est ici. Et on pourra déposer tranquillement notre spermatozoïde dans l'ovocyte pour fécondation. Et voilà, donc c'était la fin de notre cours de fécondation. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum si vous avez, des doutes, si vous n'avez pas compris quelque chose correctement. Je vous le réexpliquerai sans problème. Je vous laisse avec mes merveilleuses dédicaces et cette superbe photo de toute la team de BDR avec le professeur Chevalier qui est très à l'écoute depuis le début de l'année. Il est totalement impliqué dans le tutorat et on le remercie fortement. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et même si on ne peut pas y répondre nous-mêmes, au cas où si on ne sait pas ou qu'on a un doute, on posera bien évidemment la question au professeur Chevalier qui se fera un plaisir de nous répondre, je pense. Merci à vous et bonne journée.